s'informer, ça c'est pas, y compris à s'informer sur des gens. Alors moi, j'aime bien citer dans mes conférences le Cheikh Imran Hussein, penseur mystique musulman. Alors évidemment, bon, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas faire que du Cheikh Imran Hussein, mais c'est un type qui est spécialiste de la fin du monde dans l'islam. Alors c'est très marrant, la fin du monde dans l'islam, il y a le petit Jésus qui revient avec l'imam Mahdi, et il pète la gueule à tous les salauds, et ils installent une espèce de califat super où tout le monde vit en paix. Alors au bout d'un moment, c'est lassant. Parce que, bon. Mais c'est intéressant en tout cas, parce qu'à travers cette théologie musulmane, le gars au moins, il pense des trucs qui nous intéressent nous en tant que patriotes, c'est il pense le mondialisme, il pense les oligarchies financières, il pense la haute finance, il pense... Et ça... on ne perd rien à aller éventuellement s'informer même auprès de gens. Oui, moi je termine ma question que faire. Je vais un peu redire ce que j'avais dit dans la troisième partie. Je crois qu'il faut pratiquer ce qu'on appelle un militantisme d'abstention. Alors l'abstention n'est pas à prendre au sens électoral, encore que la position de M. Asselineau soit respectable. Quand je dis abstention, alors c'est un peu des banalités ce que je vais dire, mais je crois que le silence est d'or. Alors c'est un peu bizarre pour un mec qui cause dans une conférence, mais le silence est d'or. Je crois que, comme je viens de dire, il ne faut pas trop d'envolée lyrique, il ne faut pas trop s'exciter vis-à-vis de certaines personnes, il ne faut pas perdre son temps à essayer de convaincre des gens qui s'en foutent. Faut essayer de... Quelqu'un qui a une fibre, une sorte de complicité vis-à-vis de nos idées, ça finit par se sentir. Il faut savoir repérer parmi les gens ceux d'entre nos voisins, nos amis, nos camarades qui ont une sorte de sympathie, de quelque chose d'indicible. Avec eux, il faut construire quelque chose, il faut discuter. C'est pas la peine de perdre son temps. Moi, je sais que plus ça va, plus je ferme ma gueule. Enfin, pas aujourd'hui. Mais quelque part, je serai un peu dans cette position, pas trop en dire, vous voyez, pas trop... bien faire et laisser dire, si c'est ce que je dis, je crois que Descartes reprend ce proverbe dans le discours de la méthode, mais je ne me souviens plus trop. Donc il faut savoir aussi se taire. Je vais vous donner un exemple qui est se taire, les vertus du silence. Qu'est-ce que c'est qu'un bon professeur? Alors là, vous allez dire, on va venir, le mec là, il est en train de construire sa statue. C'est quelqu'un qu'on les élèves parle plus que lui. Pardon? C'est quelqu'un qu'on les élèves parle plus que lui. Non. Qu'est-ce qu'un bon professeur? C'est quelqu'un qui ferme sa gueule. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui évite... Bon, moi, par exemple, quand je traite Platon, je traite Platon. J'ai des collègues, ils ne vont pas traiter Platon. Ils vont traiter, je ne sais pas, des Fémènes, ils vont traiter du mariage pour tous, et ils vont traiter, si ce n'est le troisième truc, il n'y a pas une autre tarte à la crème, je ne sais pas, Taubira... Les droits de l'homme. Les droits de l'homme, voilà. Donc, je crois qu'il faut éviter de pourrir l'esprit des gens. Le militantisme, c'est déconstruire les concepts là, qui nous broient l'esprit et c'est éviter de parler comme le système parle. D'ailleurs, j'ai eu une petite divergence avec l'un de nos camarades ici, je ne sais plus lequel, et j'ai dit, tiens, tu as mis innovation dans ton slogan, voilà, tu as mis innovation. Et innovation, c'est... Ah oui, mais le système, il le prononce ce mot. Pour ça, je te le reprochais un peu, parce que, voilà, innovation, c'est... Il faudrait... Alors, j'ai proposé authenticité, bon, c'est anecdotique, mais il faut éviter donc de parler comme... Et je dirais un bon professeur, c'est surtout un professeur qui ferme sa gueule, c'est-à-dire, bon, tu fais des maths, tu fais des maths. Tu fais de la philo, tu fais de la philo, tu enseignes Platon, etc. Et tu enseignes Platon, tu dis pas, ah, ben, Christiane Taubira, elle est vraiment sympa, elle veut relâcher, parce que moi j'ai des collègues qui font que ça toute la journée, qui sont en philo, en français, en maths, en physique, toute la journée, c'est de la propagande gauchiste. Et en fait, le militantisme, ça ne consiste pas à faire ou à dire, ça consiste à s'abstenir de faire et à s'abstenir de dire toutes les conneries que font et disent les autres. Hein. Donc, d'où le proverbe, le silence est d'or. Bon, alors je voudrais conclure, parce que j'ai dépassé de 20 minutes, et je vais me faire interrompre. Alors, oui, ma conclusion, bah, c'est deux concepts. Il faut être systémique ou fractionnel. Alors là, j'aime bien ces concepts. C'est une référence à Ortega y Gasset, l'homme masse d'Ortega y Gasset. Alors, qu'est-ce que c'est que l'homme masse? C'est ce que j'appellerais moi l'homme systémique. J'avais développé le concept d'individu système dans un de mes articles. C'est un peu l'homme masse d'aujourd'hui, c'est-à-dire encore pire que celui de l'Espagne des années 20-30. Alors, qu'est-ce que c'est que l'homme masse d'Ortega y Gasset?
c'est le petit branleur espagnol des années 20-30 qui se fout de tout. Qui est... Déjà, le verre est dans le fouille. Dans les années 20-30, il y avait des tas de petits branleurs qui se foutaient de tout. D'ailleurs, Ahmed confirmera, là, qui m'a donné une référence littéraire française, il dit la même chose, c'est le mouvement Zazou en France. Hein, enfin, c'est un peu décalé, c'est les années 40, mais donc tu nous feras une allocution là-dessus. J'ai découvert ça parce que je ne savais pas, moi je croyais que les Zazous, ils étaient plutôt résistants, et en fait, pas du tout. Il semblerait que c'était en fait des petits branleurs. Bon. Enfin, en tout cas, qu'il y avait beaucoup de petits branleurs parmi les Zazous. Et donc, l'homme masse, c'est cet espagnol moyen, complètement déculturé, complètement hédoniste, jouisseur, alors Ortega y Gasset, il n'aime pas les bains de mer, il dit la mode ridicule des bains de mer. Donc le mec qui pense qu'à taper sur un ballon, il faut taper sur un ballon, moi j'ai rien contre le foot. Hein. Mais un mec complètement, voilà, l'homme masse d'Ortega y Gasset. Et Ortega y Gasset, il écrit ses textes à la veille de la guerre civile, et c'est cet homme masse qu'on va trouver dans la guerre civile, et là je vais mettre tout le monde d'accord, on va le trouver dans les deux camps. Parce que parmi les rojos, il y a des salbleros, parmi les azules aussi. Mais alors je ne tiens pas un discours bien pensant, parce que la gauche française va vous dire les azules, les bleus, les nationalistes, c'est des gros méchants, c'est franco, etc. Et puis les rojos, c'est des gentils républicains. Non, en fait, il semblerait qu'à la limite, il y a même plus de blaireaux chez les rojos que chez les azules. Mais bon, je laisse après aux hispanophiles et aux hispanologues le soin de me contredire, mais j'ai tendance à penser qu'il y avait plus, mais ça c'est personnel, hein, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, qu'il y avait plus de blaireaux à mon avis chez les rouges que chez les bleus. Mais bon, en tout cas, et pourtant je suis un rouge moi, à ma façon, pour certaines choses. Pas pour tout. Donc, le petit branleur espagnol, vous voyez ce qu'il fait? 3 ans de guerre civile. Hein, 3 ans de guerre civile. Alors maintenant, la situation de la France actuelle, on a le petit branleur espagnol. Enfin, maintenant, c'est le petit branleur français. Et en plus, on a des problèmes qui n'existaient pas dans l'Espagne des années 20-30, qui sont des problèmes liés à une multiculturalité, une immigration très forte, etc. Donc ça complique les choses. Mais en réalité, c'est souvent ce que je dis, souvent avec post-laïque, on a comparé, par exemple, l'islam à une sorte d'occupation, et on s'est autoproclamé résistant. Mais non. Et les autres, les gauchistes, on les appelait les collabos. Mais c'est l'inverse, les collabos, ils existaient avant. L'homme masse existait avant que, par exemple, les musulmans fassent valoir leurs revendications. L'homme masse, il existait avant qu'il y ait des musulmans qui revendaient des mosquées, par exemple. Il existait bien avant. Simplement, l'islam, ça a rajouté une complication parmi 10 000. Et bien sûr que je ne m'accommode pas qu'il y ait, paraît-il, des mosquées construites avec l'argent du contribuable, je ne m'en accommode pas. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Je veux dire, l'homme masse existait avant, l'individu système. Alors donc, il y a une grande majorité de gens qui sont systémiques, et puis il y a ce que Michel Drac appelle la fraction. Nous, il faut nous efforcer d'être fractionnaires. Fractionnaire, ça ne veut pas dire avoir des antennes sur crâne, hein. Ça veut dire essayer d'être un peu en retrait, quoi. Bon voisin, bon... faut aider la dame à monter les escaliers, si sa poussette est trop lourde. Bon, ça ne veut pas dire avoir des antennes sur le crâne et avoir... on n'est pas des aliens, hein, chez les patriotes. On vit comme tout le monde, on a un métier comme tout le monde. Mais être fractionnaire, c'est-à-dire être en dehors de ce... Moi, je sais qu'il y a beaucoup de réunions pédagogiques, là, au lycée, en ce moment, c'est folie, il y en a une tous les jours. Je vais à la réunion parfois quand je suis obligé, je dis rien. Voilà, c'est ça parfois être fractionnaire. C'est pas faire comme le connard, ah oui, mais monsieur le Provident, est-ce qu'on pourrait pas... Non, moi je ferme ma gueule. Je peux vous dire que je suis beaucoup plus fractionnaire en fermant ma gueule qu'en intervenant. Bon, bref. Donc, et il faut savoir un truc, je voudrais conclure là-dessus, le clivage entre l'individu système et le fractionnaire, c'est un clivage qui traverse tous les camps. Et je pense même le nôtre, même parmi les patriotes et les nationalistes, il y a des individus systèmes. Ça m'a toujours effrayé. Dans nos propres milieux construits, il y a toujours des gens qui ne sont pas fiables. Moi, j'ai des tas d'amis qui pensent comme moi, qui votent comme moi, mais je sais qu'ils ne sont pas fiables. Et dans les partis même qui auto-proclamaient nationalistes ou patriotiques comme le Front National, il y a des gens fiables, il y a des gens qui ne sont pas fiables du tout, qui seraient, à mon avis, prêts à trahir à la première occasion. Donc, même notre camp est traversé par ce clivage entre l'individu système, c'est-à-dire l'homme masse, et le fractionnaire, qui est tout simplement, qui se définit négativement. Le fractionnaire, c'est celui qui essaye de ne pas être un homme masse. Alors, pour conclure, je voudrais vous lire quelques pages. C'est quelques pages d'un philosophe belge qui s'appelle Marcel Descortés. Je l'ai découvert en préparant cette conférence. Je ne savais pas qu'il existait. Marcel Descortés, c'est le Ortega y Gasset belge. Il décrit les jeunes cons des années 40 en Belgique, qui chantent des chansons obscènes, c'est-à-dire c'est des ados belges,
qui chantent des chansons obscènes alors que leurs grands frères sont en train de se faire péter la gueule au front, enfin ou en tout cas, leurs familles ont des problèmes, je ne sais pas quelle est la nature de l'occupation chez les Belges, enfin je ne suis pas assez historien, mais ça devait être quelque chose. Donc Marcel Descortés, voilà, philosophe belge que j'ai découvert, a écrit un ouvrage qui s'appelle Philosophie des mœurs contemporaines, et écoutez, on dirait du Ortega y Gasset, il y a 10 ans de décalage, c'est vraiment des penseurs de la... Donc il dénonce les azous, je ne vais pas tout vous lire. Que l'homme-masse ne se connaisse aucune limite et que rien ne lui paraisse en pratique impossible, le fait reçoit désormais son explication, rien ne l'arrête. Ni la mesure dans la critique, ni la pitié dans la guerre, ni la pudeur dans l'amour, ni la politesse dans les rapports sociaux, ni le sens des convenances ou des ridicules. Il ne supporte aucune entrave morale, il est sans mœurs. Quand, le dimanche, dans cette charmante vallée de l'Ourthe où j'habite, et qui est devenue l'exutoire hebdomadaire de l'ennui urbain, j'entends les voix de centaines de jeunes gens et de jeunes filles hurlant des chansons graveleuses ou stupides pour tuer le temps, pour s'efforcer d'être, pour remplir l'affreux vide de leur vie, alors que la guerre gronde encore, que l'avenir est sans espoir, que la patrie saigne et se disloque, que leurs frères ont faim, que les prisonniers gémissent dans l'attente, j'ai la mesure de l'homme-masse. Voilà ce que disait en 1944 le philosophe de l'homme-masse. Donc vous voyez, les branleurs d'aujourd'hui qui passent à 110 à l'heure en ville avec les amplificateurs à fond, ne sont que des surenchère de cet homme-masse qui existait déjà en 1944 et même en 1929. Je rappelle que chez les Espagnols, Ortega y Gasset écrit son ouvrage, commence à l'écrire à partir de 1928. Mes chers camarades, pardon. Philosophie des mœurs contemporaines, je ne suis même pas sûr que ça se trouve ce soir. Philosophie des mœurs contemporaines de Marcel Descortés. Non, Ortega y Gasset, c'est, alors en français, c'est La révolte des masses, qui est d'ailleurs une très mauvaise traduction. Parce que le titre original c'est La Rebelión de las Masas, et il y a bien le mot rébellion, et il y a revuelta en espagnol, mais en français c'est La révolte des masses, et révolte ça a un côté vachement sympa. Et Ortega, lui, il dit rébellion, qui a un côté beaucoup plus péjoratif, et ces cons de français, ils ont traduit par révolte, ça devient un peu le gauchisme habituel des Français. Voilà mes chers camarades, merci de m'avoir écouté.